Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, un nouveau texte de loi pour favoriser l'alternance démocratique au Burkina Faso. Le Conseil national de transition propose de modifier l'article 37 de la Constitution. Un président ne pourrait plus rester plus de 10 ans au pouvoir. L'heure est au dialogue entre les protagonistes de la crise au Sud-Soudan. Les représentants du président Salva Kiir et ceux du chef rebelle Riek Machar sont réunis autour de la table des négociations à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de la 9e tentative depuis 2013. À quelques mois du sommet des Nations Unies sur le continent, zoom sur ceux qui n'ont pas attendu cette échéance pour proposer des solutions afin de protéger l'environnement. Au Nigeria, une entreprise transforme les déchets ménagers en biocarburant. Mais d'abord, la Côte d'Ivoire célèbre le 55e anniversaire de son indépendance ce vendredi 7 août. Aux traditionnelles festivités s'ajoute cette année l'illumination de plusieurs monuments aux artères principales de la capitale économique Abidjan. Un concert sera organisé avec des artistes comme Singila, Meiwe ou encore Espoir 2000. À noter que le président s'est adressé à la nation ce jeudi, un discours qui avait déjà des accents de campagne présidentielle. Se dirige-t-on vers une modification de l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso? Le Conseil national de transition vient de proposer au gouvernement burkinabé un changement d'envergure. Le texte, s'il est approuvé, devrait limiter tout mandat présidentiel à 10 ans de façon continue ou discontinue. Ibra Radinjai. Le Conseil national de transition a soumis au gouvernement un projet de modification de l'article 37 de la Constitution de la 4e République. Cette modification proposée par l'organe de transition consacre l'interdiction d'exercer les fonctions de président du Faso pendant plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. Pour l'institution, cette règle permettra de mettre les institutions à l'abri des forces politiques partisanes et des autres groupes de pression. Que nous avons connu avec M. Blaise Compaoré pendant 27 ans, et puis également la malgouvernance et un certain nombre de corruptions et de faits attentatoires à la liberté constatés pendant les longs règles que nous avons vus. Et donc, les députés du CNT, dont moi-même, avons donné notre accord pour cette proposition de révision. Et je pense que lorsque le gouvernement va retourner le projet, nous allons le voter en tout cas à une très grande majorité. Pour les Burkinabés, toute modification qui aide à une meilleure clarification de la vie politique et une bonne compréhension de la Constitution est la bienvenue. La nouvelle modification n'est qu'une clarification de la disposition qui existe. La bonne lecture de l'article 37 tel qu'il est rédigé actuellement est normalement celle-là, qu'un président de la République ne peut passer plus de 10 ans à la tête de l'État burkinabé. Et comme il y a eu des divergences d'interprétation de ce point de vue, le CNT a senti le besoin d'apporter cette précision. Il est vrai que l'esprit amené par le CNT est tout à fait conforme à la démocratie burkinabé, à la démocratie de façon générale, qui est mue par le principe de l'alternance démocratique, le principe du roulement des élites à la tête de l'État. Même s'il est vrai que sur le plan rédactionnel, on peut trouver une formule plus heureuse, l'objectif et l'esprit y est. Il est irréprochable. Donc le CNT a bien fait de préciser les choses de ce point de vue. Rappelons que d'autres modifications concernent l'institutionnalisation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et l'autorité supérieure de contrôle d'État. Le président Alpha Condé est depuis jeudi au Sénégal et ce jusqu'à dimanche. Le dirigeant guinéen effectue cette visite de travail en compagnie du ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense et de l'Énergie. Un voyage qui aura aussi pour but de consolider les liens diplomatiques entre les deux États. Des relations qui avaient été éprouvées par le virus Ebola. Le Sénégal avait alors fermé ses frontières pendant l'épidémie qui a sévi entre 2014 et 2015. Et la Guinée avait de son côté menacé de suspendre l'exportation de fruits. Reprise ce jeudi 6 août des négociations à Addis Abeba en Éthiopie entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar. Les délégations des deux camps ont jusqu'au 13 août pour arriver à un compromis afin de procéder à une signature d'un accord de paix d'ici le 17 août. Les négociations sont, comme pour les 8 fois précédentes, toujours dirigées par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale est-africaine. Graziella Chakunte.
Cette fois, sera-t-elle la bonne ? Une nouvelle phase de négociation pour une sortie de crise au Sud-Soudan s'est ouverte ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Des discussions, une fois de plus, considérées comme celles de la dernière chance, puisqu'elles s'appuient sur un document très complet pour mettre en place une transition pacifique. Les belligérants ont jusqu'au 13 août 2015 pour accorder leur violon. Et si tous sont unanimes quant à l'urgence de restaurer la paix, chaque camp se rejette la responsabilité de la situation actuelle. Ce sont des États que la rébellion armée cherche désespérément à reprendre militairement. Et dans la poursuite obstinée de cet objectif, la rébellion nous a causé la perte de nombreuses vies précieuses, à la fois au sein de la population civile et des forces militaires. Je tiens à porter à l'attention des médiateurs et des parties prenantes du Sud-Soudan que je négocie avec un gouvernement qui a perdu sa légitimité depuis le 8 juillet 2015. Par conséquent, il ne peut continuer à prétendre à une légitimité pour mériter cet avantage spécial dans le partage du pouvoir. En un peu plus d'un an, 7 accords de cessez-le-feu ont été signés puis violés. Les négociations entre le camp gouvernemental et celui de Riek Machar butent sur un accord de partage du pouvoir. À ce sujet, l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine en charge de la médiation, appelle les protagonistes à privilégier l'intérêt des populations à l'heure où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Je demande instamment à mes frères et sœurs du Sud-Soudan de reconnaître que ceci est une crise interne. Elle doit être résolue en interne et pas en externe. Nous vous exhortons donc à internaliser cette crise en ce jour même. Malgré le soutien de la communauté internationale à l'égard de l'IGAD pour assumer une médiation plus solide, il semble que l'on soit encore loin d'un compromis. Les négociations ont jusqu'à présent été le théâtre de belles déclarations d'intention. Encore faudrait-il les mettre en application pour aboutir à un accord de paix, l'ultimatum ayant été fixé au 17 août 2015. Au Nigeria, une start-up développe une stratégie de transformation de déchets en bioénergie. Il s'agit de convertir les déchets de sciure de bois et de la jacinthe d'eau en biocarburant. L'initiative vise à réduire la fumée et les gaz dangereux des foyers à travers l'utilisation d'un simple gel. Emmanuel Milimono. Produire du carburant pour les besoins domestiques tout en respectant l'environnement, cela est bien possible au Nigeria. Cette usine produit du biogel avec des ressources comme la sciure de bois et la jacinthe d'eau, tous deux facilement disponibles au niveau local. Le procédé vise à limiter la consommation des ressources non renouvelables et surtout réduire la fumée lors des cuissons. Plus de la moitié des processus de production d'éthanol qui existent actuellement sur le marché sont à base de composants alimentaires. Le nôtre est de la biomasse extraite de la jacinthe d'eau et de la sciure de bois. Nous ne le traitons pas à partir du manioc, du maïs ou de la canne à sucre comme beaucoup d'autres entreprises le font. Ce procédé a débuté en 2011 grâce à une société écologique locale appelée l'énergie verte et les biocarburants. Les promoteurs des carburants reconnaissent qu'il s'agit bien de sources renouvelables pouvant aider à lutter contre le changement climatique. Les déchets de sciure de bois utilisés pour générer ce gel proviennent des scieries locales. La jacinthe d'eau est quant à elle une mauvaise herbe ouvrant de vastes surfaces d'eau en Afrique. Pour les promoteurs de cette forme d'énergie, trouver des solutions créatives à des défis environnementaux locaux est une passion. Je crois que nous pouvons créer un monde vert, propre et durable. Ceci est ma contribution et ma façon d'investir mon argent pour travailler, mais aussi le genre d'héritage que je veux laisser derrière moi. Donc, je m'efforce d'enseigner aux jeunes les moyens par lesquels ils peuvent investir, faire des affaires, se conduire et bien sûr comment vivre dans un environnement propre et vert. Plus de 350 000 ménages ont adopté l'utilisation de ces biogels. La société dispose de 45 000 distributeurs qui travaillent au Nigeria, au Ghana et au Bénin. Le produit est bien accueilli sur le marché, si bien que la demande est supérieure à la capacité de production de l'usine. Les inventeur espèrent pouvoir l'exporter partout sur le continent afin qu'il soit utilisé comme carburant alternatif en aidant à répondre aux besoins croissants en énergie du continent. En Égypte, l'extension du canal de Suez a été inaugurée ce jeudi. Les Égyptiens qui ont massivement contribué au financement de l'ouvrage ont célébré cet événement. Le projet d'extension du canal de Suez a coûté 8 milliards de dollars et les travaux ont duré 1 an. Ibrahima Djoumaba.
L'inauguration de l'extension du canal de Suez a été bien accueillie en Égypte. Au Caire, les populations sont heureuses d'avoir ce joyau qui va contribuer à la relance de l'économie. Le financement a été fait en partie par les Égyptiens qui ont souscrit à une opération de levée de fonds sur demande du gouvernement. 80% du projet a ainsi été financé par des particuliers. C'était un devoir nationaliste pour nous tous. Tout le monde était prêt à donner son argent, son temps et tout ce qu'il possède pour l'Égypte. Un projet comme celui-ci doit être réalisé en utilisant notre propre argent, pas d'autres pays, ni de la Banque mondiale. Les travaux d'extension du canal ont coûté 8 milliards de dollars sur les 72 km du trajet. Le projet a concerné 35 km sur la terre ferme et 37 km en eau profonde. Selon les autorités, ce projet contribue à la création de près de 1 million d'emplois. Je suis très heureux et je ne pensais pas à des intérêts ou des profits. Je voulais faire quelque chose pour mon pays et de voir le projet achevé. Je suis fier d'avoir contribué à cette grande réussite. Le nouveau canal va permettre de réduire la période d'attente pour les navires de 18h à 11h. Il va doubler le trafic des navires qui passera de 49 à 97 par jour. Le canal de Suez est ouvert depuis 1869. Il relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. C'est l'une des principales voies de transit du commerce mondial. C'est le principal point d'entrée de devises étrangères pour l'Égypte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.